Houellebecq au Brésil par rapport à média, à la média. J'ai trouvé Juremi Machado da Silva qui parlait d'une façon respectueuse, mais aussi critique. J'ai lu quelque chose qui sont voyagés, ils ont voyagé ensemble et que Jérémie a amené sa femme et il avait peur que Houellebecq allait inviter les deux pour faire un ménage à trois. Moi, je pense que je n'aurais pas peur parce que je pense qu'il est un peu impuissant. Parce que ces personnages sont toujours un peu déconcertés au niveau sexuel. Et d'une certaine façon, ils représentent une classe conservatrice française qui est contre, qui d'une certaine façon est un peu anti-islam. Parfois, ils sont antisémites aussi, anti-immigrants. Vous voyez donc, vous voyez le livre Extension du domaine de la lutte, quand il décrit le personnage métis, et il voit le personnage métis comme un rival sexuel. Parce que ça lui fait penser qu'il n'est pas si bon, on va dire. Il n'est pas si sexuellement parlant. Ouais. Il ne se garantit pas. Donc, c'est quelque chose d'intéressant quand même, je pense. Et en fait, pour aujourd'hui, je vous propose de lire des extraits et de discuter au moins deux textes. D'abord, la lettre qu'il a écrite, sur la pandémie, parce que c'est intéressant de voir cette lettre, parce que, oui, avant tout, Houellebecq, il est assez connu par un côté visionnaire. Il y a plusieurs passages dans sa vie dans lesquels il publie un livre et le livre annonce quelque chose qui se passe dans la société. Il y a un cas, je crois qu'il parle, il était aux États-Unis pour la sortie d'un livre à lui, et je crois qu'il a dit dans une interview que quelque chose comme l'islam était la religion la plus conne au monde, ou quelque chose comme ça. La semaine suivante, il y a eu les attentats du 11 septembre. Donc, on a pris l'idée comme s'il avait prévu les attentats terroristes. Il y a un autre cas, je crois qu'il décrit dans un roman une scène d'un attentat dans un restaurant ou dans un hôtel, et il y a un attentat en Thaïlande ou en Australie, je ne sais pas, je ne me souviens pas très bien. Et plus récemment, il raconte cette idée dans les livres Sérotonine. Il raconte une émeute, on peut dire, une révolte sociale qui ressemble à celle des Gilets jaunes, avant les mouvements des Gilets jaunes. Et donc, ça, c'est intéressant, parce que plus que, évidemment, qu'il va créer cette aura, cette aura des visionnaires pour lui, parce que ça va garantir la vente de ses livres et l'argent qui entre dans sa poche. Par contre, on peut dire comme Ezra Pound, l'écrivain, critique et poète américain, que les écrivains sont comme des antennes de la société. Donc, pour ça, je vous propose la lecture de cette lettre, parce que peut-être la description ou la manière
dont il analyse et interprète le phénomène de la pandémie, ça peut nous apporter une réponse où ça peut anticiper ce qui va se passer dans notre société après le coronavirus. Ouais. Parce que surtout, parfois des poètes aussi, mais surtout les romanciers aujourd'hui, comme ils font des portraits de la société, ils sont capables peut-être d'anticiper ou de mettre en évidence des aspects sociaux et sociétals qu'on n'était pas au courant ou desquels on n'était pas au courant. D'accord? Et avant de passer à la lecture et commentaire de la lettre de Houellebecq, quand je vous propose ce genre de lecture, ce n'est pas parce que c'est mon genre de lecture préféré. Non, c'est parce que je comprends l'étude de la littérature comme ça aussi. D'accord? Il y a peut-être le livre de Leila Slimani, malgré la violence présente dans les romans, il était plus palatable, on va dire, parce que on le prenait comme une dénonciation sociale. C'était plus clair, cette dénonce. Le cas de Houellebecq, je pense qu'il se mêle à ce qu'il dit. Et donc, on ne sait pas si il est critique, d'une certaine façon, ironique, et donc il critique cette société ou s'il fait partie de cette société regrettable. D'accord? Et la deuxième partie ici, c'est pour discuter un article qui parle de la posture d'auteur, un concept critique qui va nous aider à comprendre les jeux autobiographiques de l'œuvre de Michel Houellebecq. D'accord? Ce n'est pas quelque chose d'innocent, de naïf. Il y a quelque chose là. Il y a, de la même façon qu'il y a une fiction, une fictionnalisation dans les romans, il y a une fictionnalisation, une création de la vie de l'auteur aussi, de l'écrivain, la personne civile. D'accord? Oui, oui, je vois ici les commentaires de Juliana. Oui, le livre de Slimani est beaucoup plus acceptable, sûrement. Voilà. Par contre, ouais, d'accord, non, je ne vais pas entrer dans les détails du roman aujourd'hui, on peut le laisser pour la semaine prochaine. Et je partage l'écran ici pour qu'on commence à lire et à discuter ensemble. Voilà. Donc, non, ça va, j'ai ici le portable et l'ordi. Si vous m'arrêtez, je vois vos interventions dans les chats. Est-ce que vous avez réussi à lire ce texte-là? En fait, deux questions. Vous avez réussi à lire ce texte-là et si vous avez réussi à regarder la vidéo sur la biographie de Houellebecq. J'ai regardé la moitié de vidéo et le test de 3 pages, c'est plus facile parce qu'il y a des figures, des choses comme ça. J'ai jeté un coup d'œil suffisant pour comprendre le message général. D'accord. Parce que je regardais la vidéo du poète Apollinaire, c'était
Ah, d'accord. Oui. Et je viens de voir le commentaire de Lucas. En fait, Lucas, je pensais que, je t'ai mentionné tout à l'heure, je pensais que tu étais dans les cours de poésie. Donc, je profite pour te demander si l'expression de Georges Perec par rapport à certains de ses livres, c'était exactement ce que j'ai mis à lire sur le ventre ou coucher sur le ventre, quelque chose comme ça. Tu peux nous confirmer ça. Si tu veux, tu peux écrire dans les chats. Euh, ah, c'est exactement ça. Ah, d'accord. OK. Donc, j'ai l'expression. Donc, Houellebecq, ce n'est pas les genres de littérature à lire, Qui était couché sur le le ventre. directeur de recherche de Lucas? C'est juste une Euh, curiosité. Éclair. Ah oui. Éclair parce J'étais que, en en fait, soupçon. J'étais en soupçon. J'avais parce un que c'était un soupçon. travail de traduction commenté. Ouais, un très bon Oui, travail. Je vous recommande la lecture. Ce sera disponible sur le site de la bibliothèque prochainement. Lorena, j'ai regardé un peu aussi la vidéo, mais ce texte-là, je n'ai pas lu. D'accord, ok. Donc, je souligner ici quelques extraits et nous avons ici, et on va lire et commenter ensemble. Donc, nous avons ici Michel Houellebecq est écrivain. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis le début de la pandémie. Dans cette lettre, il récuse l'idée de l'avènement d'un monde nouveau. L'avènement, c'est l'apparition, le surgissement d'un nouveau monde après la crise du coronavirus. Ça, c'est intéressant. Et ici, on commence déjà dans la vision de la lecture que l'écrivain fait du monde. Parce que assez souvent, on a écouté des gens dire, assez souvent, dès qu'on a une crise dans la société, il y a quelqu'un qui apparaît et dit, pour les Japonais, la crise signifie l'opportunité. C'est le moment d'apprendre et de faire mieux après. Et la dernière phrase du livre, du texte, je saute ici, la dernière phrase de Houellebecq ici, c'est nous ne nous réveillerons pas après les confinements dans un nouveau monde. Ce sera le même, en un peu pire. Donc, c'est intéressant de voir cette idée parce que assez souvent, on essaye de se convaincre, on essaye de créer cette illusion que après la crise, ce sera mieux, qu'il faut prendre la crise comme une opportunité. Et on va dire, oui, Houellebecq est pessimiste. On ne va pas voir la crise du coronavirus comme une opportunité d'apprendre ou d'améliorer le monde. Mais si on regarde la crise économique de 2008, ce qui s'est passé après, c'est que l'écart social, comment on dit ça? L'écart économique, mais il y a un autre. Échec? Non, non. Comment on dit ça en portugais? C'est comment on dit ça? C'est l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Inégalité? L'inégalité, voilà. L'inégalité sociale a grandi, elle a augmenté. Donc, après la crise économique de 2008, on n'a pas eu un monde meilleur. On n'a pas eu un système financier et bancaire plus solidaire. Non. Donc, pourquoi aujourd'hui la crise du coronavirus viendra pour nous changer?
Ouais. Prof, ça c'est une compréhension du monde, des événements sociologiques comme des faits, une sorte de fait, des lois comme le positiviste. Il y a un progrès, maintenant il n'y a pas de progrès, il y a quelque chose comme ça. Il n'y a pas un projet, une volonté, une organisation. Je pense qu'il fallait considérer que c'est une vision catastrophique, comme si les choses elles-mêmes avaient une volonté propre, un destin propre, sans que les humains, les êtres humains puissent intervenir. Oui, exactement. S'il n'y a pas l'envie de faire mieux, on ne va pas changer la société. Ouais. Et en fait, d'une certaine façon, il dénonce ça dans ses œuvres. Le problème majeur de l'œuvre ou du personnage Houellebecq, c'est qu'il se mêle de ses œuvres, il reproduit ce personnage dans les interviews, dans l'espace public, et on tend à associer l'écrivain et les narrateurs. Parce que, par exemple, pour ceux qui lisent l'extension du domaine de la lutte et soumission, ce n'est pas le même personnage, ce n'est pas le même narrateur, mais assez souvent, on associe les narrateurs à l'écrivain. Il y a un ton, une voix, et on tend à associer cette voix à la voix de l'écrivain. Mais d'une certaine façon, il s'agit d'une œuvre de fiction. Ok, oui, je comprends, mais parce que je travaille avec Amélie Nothomb. Elle met son propre nom dans le nom de la narratrice. Oui. Mais il y a une construction, une esthétique, quelque chose comme ça. Je pense que je suis en train de comprendre maintenant qu'est-ce que se passe. Merci. Oui, mais le problème de Houellebecq, c'est parce que Amélie Nothomb, elle fait assez clairement une autobiographie, même si on peut problématiser la réalisation de cette autobiographie chez Amélie Nothomb. Le cas de Houellebecq, ce n'est pas clair, en fait. Et en fait, ces jeux qu'il fait, ça rend le cas spécial, spécifique, compliqué et dangereux. Et il fait plus ou moins, et il n'est pas le premier à le faire. Il y a ce texte même là que je vais discuter avec vous. Je vous montre ici cet article-là, Posture d'auteur et poétique. On va parler d'Ajar, je ne connais pas cet écrivain, de Rousseau, de Céline et de Houellebecq. Vous savez bien que moi, je travaillais avec Céline dans mon doctorat, et Céline, c'était pareil. C'était exactement pareil. Donc, Houellebecq, il s'en sert dans une tradition de littérature polémique. D'accord? Je reviens ici à la lettre de Houellebecq. Donc, cette idée-là et une autre chose, j'allais donner un autre exemple. Je vous ai parlé de la crise économique de 2008, et on peut penser aussi à la crise du putsch, de la sortie de la présidente Dilma Rousseff. Je ne fais pas de la politique là, mais on disait, on fait sortir Dilma et tout va s'améliorer après. Et on voit où nous sommes aujourd'hui. Quand je dis ça, je ne veux pas dire que l'administration Dilma était bien, qu'il n'y avait pas de problème. Je ne renie pas les côtés problématiques de l'administration Dilma. Mais les gens qui ont forcé la sortie de la présidente, ils disaient, on fait sortir la présidente et tout ira bien après. Et là, nous sommes où nous sommes aujourd'hui. Donc, cette idée que la crise va apporter le bonheur après, que c'est une opportunité, ce n'est pas automatique et
des écrivains comme Houellebecq attirent notre attention à éviter ces genres d'automatisme. Ouais. Donc ici, il me semble que cette lettre, elle fait partie d'un dialogue il me semble que c'est France Info, si je ne me trompe pas, qui a proposé France Inter. Vous voyez ici tout en bas, c'est France Inter qui a proposé ces dialogues entre certains écrivains contemporains français. Ouais. Et donc, nous avons ici, dans les textes, on commence, Houellebecq, il dira ici, il faut bien l'avouer, la plupart, je commence la lecture. Luciane. Mais tous les personnages des autres œuvres ont la même caractéristique. Oui, exactement. Ouais. Et donc, juste cette première partie-là, il faut bien l'avouer, la plupart des mails échangés ces dernières semaines avaient pour premier objectif de vérifier que l'interlocuteur n'était pas mort, ni en passe de l'être. Mais cette vérification faite, on essayait quand même de dire des choses intéressantes, ce qui n'était pas facile parce que cette épidémie réussissait la prouesse d'être à la fois angoissante et ennuyeuse. C'est déjà intéressant ici parce qu'il caractérise l'épidémie comme angoissante parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on expérimente le sentiment d'angoisse, et ennuyeuse parce que notre vie est devenue ennuyeuse sans les sorties, sans la possibilité de voir les amis, sans pouvoir voyager. D'une certaine façon, c'est-à-dire notre vie intime, notre vie personnelle est chiante. Elle n'est pas intéressante. Et une fois qu'on doit rester avec soi-même, chez nous, renfermé, ça devient ennuyeux, insupportable, parce que nous sommes, j'essaie de traduire, ouais, parce que nous sommes, à la limite, insupportables, nous-mêmes. Donc, nous sommes, en quelque sorte, la raison de cet ennui. Ouais. Un virus banal, apparenté de manière peu prestigieuse à d'obscurs virus grippaux, aux conditions de survie mal connues, aux caractéristiques floues, c'est-à-dire caractéristiques pas claires, floues, plus ou moins obscures, tantôt bénins, tantôt mortels. Alors, le virus peut tuer quelqu'un comme la personne peut ne pas avoir des symptômes. Ouais. Même pas sexuellement transmissible. En somme, un virus sans qualité. Sans qualité ici, il fait plutôt, j'imagine qu'il fait plutôt l'œuvre, mais l'homme sans qualité. L'homme sans qualité, ouais, de Musil. Ouais. C'est-à-dire sans qualité extraordinaire en quelque sorte. Ouais. Donc, les virus n'étaient même pas transmissibles sexuellement. Ouais. Donc, c'est comme une grippe, mais il a la possibilité de tuer pas mal de gens. Donc, c'est quelque chose d'assez... et il appelle ça un non-événement. Parce qu'en fait, parce qu'ici, il va parler de l'épidémie, mais en fait, ce qu'il veut parler, c'est du confinement. Ouais. Et donc, cette épidémie, elle devient, selon lui, ça produit chez lui cette curieuse impression d'être un non-événement. Parce qu'en fait, ce qui se passe socialement, à part les décès, les morts des gens, c'est que rien ne se passe. Ouais, à partir du moment qu'on se met en confinement, la vie devient ennuyeuse et rien ne se passe. Donc, il n'y a pas d'événement. La vie devient
un continu anodin, un continu ennuyeux. Pour utiliser un mot en anglais, ça devient boring pour parler en français. Donc, cette idée du non-confinement. Et donc, il préfère aborder, d'ailleurs, mes estimables confrères, certains quand même sont estimables, n'en parlaient pas tellement, ils préféraient aborder la question du confinement. Donc, les confrères ici, ce sont les autres écrivains, comme Frédéric Beigbeder. Frédéric Beigbeder, c'est un écrivain contemporain qui, je ne sais pas s'il est présentateur, mais il est toujours dans les médias. Et nous avons déjà travaillé des romans à lui l'année dernière dans le cours de romans. J'ai utilisé des romans à lui dans le cours l'année dernière. Donc, ce qu'il dit ici, pour Frédéric Beigbeder, un écrivain, de toute façon, ça ne voit pas grand monde. Sa vie en ermite avec ses livres, les confinements ne changent pas grand-chose. C'est drôle parce que dans la soutenance de Lucas la semaine dernière, j'avais évoqué cette image d'un mème sur les traducteurs. Les traducteurs avant la pandémie et les traducteurs après ou durant la pandémie. Et c'est la même chose parce qu'on travaille isolé à la maison. Et donc, d'après ou selon Frédéric Beigbeder, ça ne change pas grand-chose pour un écrivain parce qu'il reste renfermé, concentré dans son travail d'écriture. Par contre, Houellebecq, il nous apporte ici l'idée d'un écrivain, et vous voyez ici l'utilisation de « ça a besoin de marcher ». C'est une construction assez familière, assez informelle. Un écrivain, ça a besoin de marcher. Ouais. C'est une façon informelle de construire la phrase. Ouais. Un écrivain a besoin de marcher. Et il met le ça ici. Et dans le raisonnement, dans l'argument qu'il va nous apporter, il va ici nous apporter les figures de Flaubert et de Nietzsche parce qu'ils ont des idées différentes par rapport à cette idée de rester renfermé à la maison pour écrire et ou sortir et marcher dans la rue. Il va expliquer ici que cette phrase, elle est intéressante, je la souligne ici avec vous. Pour Flaubert, selon Houellebecq, Flaubert affirme qu'on ne pense ni écrit, on ne pense et n'écrit bien qu'assis. Donc, il faut être assis pour avoir les bonnes idées, pour écrire les choses. En fait, ça dépend de l'écrivain. On va retrouver des différentes démarches, des différentes poétiques selon l'écrivain. Je sais que le poète brésilien Ferreira Goulart, il disait que assez souvent, l'idée initiale des poèmes, il les avait en public. Normalement, il se mettait à marcher, il était parmi les gens, et cette expérience sociale lui apportait des idées. Et donc, Flaubert est partisan de cette idée que on ne pense et n'écrit bien qu'assis. Par contre, selon ce que Houellebecq nous apporte ici, Nietzsche est contraire à cette idée. Nietzsche faisait des longues marches on peut dire dans la tradition allemande de se promener dans les montagnes pour avoir ses idées. Et donc, il met ici
Houellebecq, lui-même, Nietzsche a conçu tous ses ouvrages en marchant. Tout ce qui n'est pas conçu dans la marche est nul. D'ailleurs, il a toujours été un danseur dionysiaque. Cette référence à la naissance de la tragédie de Nietzsche, dans laquelle il parle de la tradition dionysiaque ou apollinienne, ouais, par rapport à l'Antiquité classique. Et donc, il dira ici, essayer d'écrire si l'on n'a pas la possibilité dans la journée de se livrer à plusieurs heures de marche, à un rythme soutenu est fortement déconseillé. Une mise en contexte ici, c'est parce qu'il y a eu le confinement absolu en France pendant 1 mois, 2 mois au début de la pandémie, le lockdown, raison pour laquelle on ne pouvait même pas sortir pour marcher. C'était interdit. On ne pouvait pas s'éloigner de chez soi plus d'1 kilomètre, 2 kilomètres, sans un justificatif. C'est le contexte dans lequel il parle. Il dira ici, essayez d'écrire, je suis là, essayez d'écrire si l'on n'a pas la possibilité dans la journée de se livrer à plusieurs heures de marche, un rythme soutenu est fortement déconseillé. La tension nerveuse accumulée ne parvient pas à se dissoudre. Les pensées, les images continuent de tourner douloureusement dans la pauvre tête de l'auteur qui devient rapidement irritable, voire fou. Donc, ce qu'il apporte, c'est cette expérience de l'écrivain. Il me semble que Houellebecq avait cette habitude de marcher beaucoup dans Paris pour, on va dire, rafraîchir ses idées avant de se mettre à écrire. On avance ici, je soulignais, je n'ai rien souligné, et on passe à la dernière page ici du texte. Oui, et en fait ici c'est parce qu'il fait une phrase subordonnée ici, mais la phrase, l'idée, elle est dans cette phrase ici soulignée avec la séquence ici. Donc il dira, depuis pas mal d'années, l'ensemble des évolutions technologiques ont eu pour principale conséquence ou pour principal objectif de diminuer les contacts matériels et surtout humains. Ici, c'est intéressant parce que c'est une constatation qu'il fait avec son regard d'écrivain qui fait une lecture de la société. Il dira, depuis pas mal d'années, l'ensemble des évolutions technologiques, on pense à l'email, au téléphone portable, tablette, applications des rencontres amoureuses, ouais, parce qu'avant, il fallait sortir, je sais pas, dans les travails, dans des bars, dans des soirées pour rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, on installe une application dans notre portable, on se met à parler aux gens, mais pas forcément à rencontrer des gens. Ouais. Et je disais tout à l'heure que je suis sur Twitter et ça m'étonne de voir comment les gens, certaines personnes, évidemment, n'ont rien à faire. Ils partagent les moindres choses qu'ils font dans leur vie et j'ai l'impression qu'ils n'ont personne avec qui partager. Genre, des phrases comme on voit sur les profils personnels des gens sur Twitter, je me suis levé tard, il n'y a rien à manger, qu'est-ce que je fais? Genre, ouais, je ne sais pas si tu as quelqu'un avec qui tu partages ta vie,
tu vas pas taper une phrase pareille sur Twitter, tu vas dire à la personne avec qui tu vis quelque chose comme ça. On n'a rien à manger, qu'est-ce qu'on fait? On sort manger quelque chose, on prépare à manger. Et à mon avis, ces genres de manifestations démontrent un peu cette solitude, cet éloignement physique des gens. Ouais. Donc, nous avons ces constats de Houellebecq ici. Depuis pas mal d'années, l'ensemble d'évolutions technologiques ont eu pour principale conséquence, ou peut-être objectif, l'objectif de la technologie est celui-là de diminuer les contacts matériels et surtout humains. Par exemple, je n'ai plus besoin d'aller à ma banque. J'appelle l'agent de mon compte. Parfois, j'envoie un message à mon agent de compte à partir ou depuis l'application de la banque et tout est fait. Je n'ai pas besoin d'aller à la banque et voir la personne. L'épidémie de coronavirus, on est là, offre une magnifique raison d'être à cette tendance lourde, une certaine obsolescence qui semble frapper les relations humaines. Vous voyez qu'il est assez, pessimiste dans ses constats. Hein? L'épidémie nous offre une magnifique raison d'être à cette tendance lourde, une tendance. Carolina Alves. Pardon, prof, j'ai cliqué Oui. ici, mais c'était en erreur. Pardon. D'accord. Oui, parce que là, tu es capable de contrôler mon écran. Attends. Comment on change ça? Deux secondes. Non, ça marche. 2 secondes. J'arrête le partage d'écran. On verra si ça revient. Ouais, je pense que j'ai interrompu. Oui, maintenant, oui, ça marche. Merci, prof, parce que j'étais en train de cliquer aux participants et maintenant, ça marche. Parce que c'est le contrôle, c'est au côté à côté de groupe. Oui, parce qu'en fait, j'ai vu le Désolée. message et je pensais que tu me demandais pour rentrer dans la salle, dans la réunion. Et raison pour laquelle j'ai appuyé sur les boutons oui. Voilà. Non, merci. Donc, cette tendance lourde, une certaine obsolescence qui semble frapper les relations humaines, c'est-à-dire les relations humaines deviennent obsolètes, selon lui. Et d'une certaine façon, si on pense au télétravail maintenant, pendant la pandémie, et on voit que c'est pas mal de travailler à la maison, on n'a pas besoin d'avoir des heures d'embouteillage, de dépenser, d'avoir une voiture en gazole. Les entreprises se rendent compte qu'ils peuvent réduire les dépenses avec loyer, avec l'espace physique de l'entreprise. Et on travaille en régime de télétravail. D'une certaine façon, ce qu'on fait, c'est ça. On rend les relations humaines obsolètes. C'est-à-dire, on n'a pas besoin du contact avec nos collègues
de travail avec les élèves à la fac. Ce n'est pas par hasard que certains professeurs, par exemple, ils craignent la possibilité la possibilité que l'enseignement universitaire devient à distance, définitivement. Ouais. Pourquoi on va voir l'espace physique du campus si on peut chacun travailler chez soi? C'est quelque chose à considérer. Et puis, ici, plus en bas, il serait tout aussi faux d'affirmer que nous avons redécouvert le tragique, la mort, la finitude, parce que il y avait, vous voyez comment les arguments que Houellebecq apporte dans cette lettre, ce sont des choses qui étaient dans les sens communs de la société. Quand les gens ont commencé à décéder à cause du coronavirus en grande quantité, il y a des gens qui ont dit comme ça, on redécouvre la mort parce qu'on avait rendu la mort quelque chose d'acceptique, quelque chose qui était réservé à certains espaces. On ne voyait plus les gens morts parce qu'avant, on veillait les gens décédés à la maison. Donc, on voyait les corps des gens décédés. Et maintenant, avec les coronavirus, surtout par exemple en Italie, la catastrophe qui a été le début de la pandémie, et ils n'avaient pas la capacité d'enterrer tous les gens dans les temps qu'ils mouraient, si je peux dire comme ça. Selon lui, non. On n'a pas redécouvert le tragique, la mort, la finitude. Et il dira, la tendance depuis plus d'un demi-siècle maintenant, bien décrite par Philippe Ariès, aura été de dissimuler la mort autant que possible. Eh bien, jamais la mort n'aura été aussi discrète en ces dernières semaines. Et il va donner des exemples. Ici, les gens meurent seuls dans leur chambre d'hôpital parce qu'ils ne peuvent pas avoir la visite de la famille, ou dans les... J'oubliais ce que c'est ces initiales-là, mais c'est une espèce de maison de recueillement des gens plus âgés. C'est établissement hospitalier, je ne sais pas, pour personnes âgées, quelque chose comme ça. Et voilà, mort sans qu'on en ait le moindre témoignage. Donc, plusieurs personnes sont décédées dans des hôpitaux ou dans ces genres de maisons de réclusion sans témoignage parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de visite. Les victimes se résument à une unité dans la statistique des morts quotidiennes et l'angoisse qui se répand dans la population à mesure que le total augmente à quelque chose d'étrangement abstrait. Et cet argument-là de Houellebecq, il explique en quelque sorte pourquoi il y a des gens qui renient les dangers de l'épidémie. Il y a des gens qui disent non, je ne crois pas aux statistiques qu'on voit dans les médias parce que je n'ai vu personne mourir de coronavirus ou en raison du coronavirus. Tellement les chiffres et la statistique deviennent quelque chose d'abstrait. Ouais. Et pour sauter ici, pour terminer, le dernier paragraphe, toutes ces tendances, je l'ai dit, existaient déjà avant le coronavirus. Donc, la mort sans témoignage, la distance entre les personnes à cause des moyens technologiques, etc., ça existait avant le coronavirus. Elles n'ont fait que se manifester avec une évidence nouvelle. Nous ne nous réveillerons pas après les confinements dans un nouveau monde, ce sera le même, un peu pire. Ouais. Un peu pire, pourquoi vous pensez que le monde après les confinements
dû au coronavirus peut être pire qu'il l'était avant, selon vous? Parce que Houellebecq, on peut retirer de ses arguments quelques idées, mais selon vous, pourquoi on peut penser que le monde sera un peu pire? Chômage, par exemple. Chômage. Chômage. Ouais. Mais avant de, je pense qu'il se trompe dans une situation particulière. La mort sans témoignage a en revanche une mort qui est enregistrée parce que les dialogues en ligne que les gens mettent dans le WhatsApp, dans ces choses-là, il y a pas mal de dialogues. Je serai de retour d'ici peu. Je ne suis pas prête pour mourir. Il y a des situations comme ça sur l'Internet et sur les réseaux sociaux. Il y a des familles qui ont pas mal de bulletins, des messages audio, des choses comme ça qui disent « Oh, je veux mourir, je ne suis pas prête ». Et ça, c'est tellement difficile parce que, par exemple, si les familles ont ce genre d'enregistrement, et je connais cela, ça, il faut effacer ça vite parce que ça marque une situation que les gens vont garder par toujours, les enfants, les grands-parents, les maris, les gens comme ça. Donc, je pense que ça, il faut remarquer parce que un mai, c'est quelque chose, mais nous sommes déjà presque à la fin de l'année, donc ça va. Mais je pense que les taux de chômage, c'est le pire. Mais c'est très bien remarqué, Josuine, ce que tu as dit, parce que ici, il montre un côté des nouvelles technologies. Par contre, la technologie aussi, elle réduit les distances. Et nous sommes là la preuve. Oui. Nous sommes ici liés, on parle de Houellebecq ensemble pour 1h30 presque, à cause de ou en raison ou grâce à la technologie. Oui. Bon, je pense que là, ce sera pire en termes de gens qui n'ont pas l'emploi. Et surtout pour les enfants qui n'ont pas la condition de faire ce qu'on fait maintenant. Parce que soit pour qu'ils n'ont pas les outils, soit pour que le prof sont démissionnés, oui. Démissionner, c'est comme ça. Et bon. Démissionner, normalement, c'est je démissionne. Ils sont virés. Sont virés, parce que les profs sont virés. Il y a une réduction de cette situation-là. Il semble, je pensais justement quand j'ai remarqué la vie de poète, de Apollinaire, qui est mort pendant la grippe espagnole. On a perdu. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de dire ça, parce qu'on avait commenté sa participation dans la guerre, mais il est mort dû à la grippe espagnole. Oui, malheureusement, je n'étais pas aujourd'hui en classe de poésie, mais j'ai préparé, j'ai lu, mais mon boss m'a appelé dans une réunion extraordinaire. Bon, je pense qu'on a perdu pas mal d'artistes, professeur. Oui. On a perdu au Brésil. Pour la guerre et pour la grippe espagnole. Oui, et maintenant pour le coronavirus. Ouais, aussi. Ouais. Et donc, ça, c'est la perte humaine, c'est aussi quelque chose qui renforce cette idée que le monde sera un peu pire. Parce que nous avons perdu des gens, ce sont des morts évitables. En raison de la gestion politique de la crise, nous avons perdu des vies qui étaient évitables, c'est ça. Donc, c'est un argument aussi à ajouter à cette idée que le monde sera un peu pire. Ouais? Parce qu'il nous faudra vivre avec l'idée d'avoir perdu des gens qui nous sont chers ou qui nous étaient chers
à cause de ça, d'une mauvaise gestion de la pandémie. Donc, ici, l'objectif avec ce texte, c'était juste de montrer comment l'écrivain lit la société dans laquelle, parce que surtout un écrivain contemporain comme Houellebecq, et il parle assez souvent dans ses ouvrages, dans ses romans, des problèmes existants ou rencontrés dans notre société actuelle, de voir un texte comme celui-là, c'est une bonne façon de voir comment il lit, comment il aperçoit la société dans laquelle il vit. OK? Par contre, comme Jesuine a dit, on n'est pas censé, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ses idées dans les romans ou dans la vie réelle. Ce sont ses idées. Et ce que nous avons fait ici, c'était lire et commenter. On n'a pas besoin d'être d'accord avec lui. D'accord? Et je passe ici à cet article assez intéressant. En fait, je vous montre ici. En fait, je n'ai pas réussi à télécharger le livre tout entier. C'est un livre assez intéressant, celui-ci de Jérôme Meizos. Jérôme Meizos est un professeur-chercheur. Je crois qu'il est professeur à l'université de Berne, en Suisse. Et ce livre-là, il discute, c'est un essai dans lequel il développe cette idée de posture littéraire. Et cette posture littéraire, c'est-à-dire mise en scène moderne de l'auteur. Et vous savez bien que la mise en scène, c'est une espèce de représentation. Normalement, on utilise la mise en scène dans un contexte théâtral. Normalement, c'est le travail des acteurs pour faire la représentation, la mise en scène d'une pièce de théâtre. Mais ici, Jérôme Meizos, il s'intéresse à la mise en scène de l'auteur. Comment, et ça c'est important pour distinguer trois instances octoriales. Octoriales. C'est-à-dire, une chose c'est l'écrivain, la personne physique, Houellebecq. Une autre chose, c'est l'auteur. Et l'autre chose, c'est les narrateurs de l'œuvre. Vous voyez qu'il s'agit de trois choses différentes. J'explique. L'écrivain, c'est la personne physique. Comme on dit ici au Brésil, c'est celui qui a un CPF. Ouais. Ça, c'est la personne physique. Et quand je parle de l'écrivain en tant que tel, en tant que personne physique, c'est-à-dire, prenons le cas de Houellebecq. L'écrivain Houellebecq, c'est celui qui se lève le matin, écrit ses livres, il va dans la boulangerie, il achète sa baguette, il va au supermarché, il fait ses courses, il paye ses impôts, il va au bar, il rencontre ses amis. Ça, c'est l'écrivain, la personne. L'auteur, ça, je parle de ces trois parties des instances octoriales, parce que assez souvent, ou surtout dans les autobiographies, nous avons ces personnages décrits dans les textes. Donc, le personnage, le narrateur, il y a le personnage narrateur dans les textes aussi. Et l'auteur, ce qu'on appelle l'auteur, plus ou moins pour essayer d'expliquer, l'auteur, c'est une identité. Oui, je peux le poster à Luciane, je vais le faire après le cours. Et le texte ici est l'article, parce que je vais utiliser plutôt l'article, parce que le livre ici n'est pas complet.
Dans les textes ici, pas forcément, il parle de Houellebecq. Et dans l'article, il parle de Houellebecq. L'auteur, c'est comme une identité, une des identités de cette personne physique écrivain. J'explique. Par exemple, pour vous donner un autre exemple, moi, personne physique, j'habite ici à Brasilia. Je partage l'appartement avec ma copine. On va avoir un bébé en mars de l'année prochaine. Ça, c'est vrai. Mais quand je parle de mes identités, je peux parler d'une identité en tant qu'homme, en tant que professeur, en tant que mineiro, parce que je viens de Minas. Ça, c'est important aussi à dire. Quoi d'autre? Brésilien, etc. Mais vous, en tant que mes élèves, vous, normalement, vous me connaissez comme professeur. Je suis un établissement d'hébergement pour personnes âgées. Voilà, merci. Et donc, voilà, je parle de ces identités sociales, je sais pas. Voilà, donc la personne physique, les professeurs, et je sais pas, si dans mes articles, il y a une présence quelconque. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la différence entre la personne physique et les professeurs, dans cet exemple. Parce que, en tant que professeur, vous pouvez penser que moi, je suis extroverti, bavard, etc. C'est une image que je vous donne. Par contre, ça, c'est juste pour expliquer. Par contre, dans ma vie personnelle, privée, intime, je suis quelqu'un plus fermé, plus introspectif, timide, quelque chose comme ça. Donc, le cas de l'écrivain ou d'un écrivain comme Houellebecq et cette discussion de Jérôme Meizos, elle est intéressante parce qu'il va nous montrer comment certains écrivains jouent avec ces instances octoriales. C'est-à-dire, il y a la personne physique, Houellebecq, et il y a un auteur, Houellebecq, qui est celui qui va dans les interviews à la télé, qui va dans les fêtes littéraires un peu partout, et il crée une image de lui. Et le problème, c'est Houellebecq utilise des données autobiographiques dans ses œuvres. Et parfois, par exemple, le personnage de sérotonine avait plusieurs aspects de la biographie de Houellebecq, mais il ne s'appelait pas Michel Houellebecq dans les livres. Mais on reconnaissait plusieurs traces de l'auteur. Donc, il mélange les choses et ça rend la chose plus compliquée, plus délicate. Et qu'est-ce qui se passe dans les cas de certains écrivains comme Houellebecq? S'il crée ce personnage, Houellebecq, auteur, c'est-à-dire ce qu'il met dans les romans influence. On attend de l'auteur Houellebecq un comportement tel comme celui de ces personnages. Donc, on tend à associer les personnages à l'auteur. Par exemple, il y a un cas dans Sérotonine, un cas de... les narrateurs découvrent un cas de pédophilie et ils ne dénoncent pas à la police, aux autorités. Donc, comme il change les choses, on tend à penser que Houellebecq serait capable de ne pas dénoncer un cas de pédophilie s'il le savait. Pardon. Et parfois, nous avons, à cause de ce personnage
auteur créé, on peut avoir la personne physique qui commence à se comporter comme le personnage qu'il a créé en tant qu'auteur. Ça, c'est possible. D'accord? Et je vous donne le cas de Céline, par exemple. Céline faisait pareil. Il était l'écrivain, l'auteur et les personnages de ses romans. Et d'une certaine façon, quand il était dans des espaces publics, il se comportait comme le personnage de Céline, personnage de ses romans. Et parfois, on pensait qu'il était fou, même, à cause des choses qu'il faisait. Quand on lit ses lettres, on voit que ce qu'il faisait, c'était une mise en scène. Clairement, il distinguait les choses. Je l'ai fait, et il disait, il dit dans certaines lettres, oui, je donnais une interview je me suis comporté comme ils attendaient de moi. Je jouais un clown, eu fiz palhaço, pour traduire plus ou moins littéralement. Donc, on voit comment, dans l'intimité, il dit que ce que je fais en public, ce n'est pas, c'était une mise en scène. Vous voyez, une représentation sociale de ce qu'on attend de moi. Voilà. Donc, j'entre ici dans l'article de Jérôme Meizos pour vous donner une définition de cette notion de posture d'auteur. Et il dira ici, je mis la flèche ici, mais qu'entend-on ici par posture? Qu'est-ce que posture? Et lui, il va chercher ça dans Alain Viala, c'est un critique littéraire qui suit, si je ne me trompe pas, plutôt un biais des critiques sociologiques. Donc, il aura ici, elle constitue la posture, selon Alain Viala, qui reformule une notion utilisée au passage par le sociologue français Bourdieu. La posture, c'est une manière singulière d'occuper une position objective dans un champ, balisée quant à elle par des variables sociologiques, une façon personnelle d'investir ou d'habiter un rôle, voire un statut. Ça, c'est une définition assez générale et il entre ici dans une définition plutôt appliquée à l'auteur. Un auteur rejoue ou renégocie sa position dans les champs littéraires par divers modes de présentation de soi ou posture. C'est-à-dire, on peut dire, c'est le vêtement social que l'écrivain, en tant qu'auteur, décide d'habiller en public. Ouais. Par exemple, je ne vais pas donner les noms parce que là, ce n'était pas le cas d'un écrivain. C'était une personne que j'ai connue. En public, cette personne, elle montrait aux gens une personnalité zen, comme si elle était une personne hyper tranquille, hyper équilibrée, zen. Mais dans l'intimité, elle était turbulente, tout le temps. Donc, vous voyez comment socialement la personne se présente d'une certaine façon, mais dans l'intimité, elle a une autre chose. Et ça, c'est pas si bizarre ou si nouveau. Toutes les célébrités, on voit comment ça marche, comment c'est différent. Surtout dans une époque où nous avons cette fuite d'enregistrement d'intimité. Ouais. Je ne sais pas. Par exemple, prenons le cas le plus récent de Robin, avec les dialogues qu'il a entretenus avec son ami.
son pote. Il a dit les choses d'une manière assez crue. J'imagine que s'il parlait en public, c'est vrai qu'il a dit je vais dire de manière crue aussi, il a dit pas mal de merde en public aussi, à cause du cas du viol auquel il a participé. Mais nous avons un exemple de quelque chose qui a été dit en public, pardon, dans un espace intime qui a été publié à l'espace public. Et un autre exemple, un bon exemple, c'est le président de la République, Bolsonaro. Assez souvent, on dit qu'il y a un protocole de l'institution président de la République qu'il fallait suivre. Il y a une diplomatie, il y a une étiquette à respecter. Et Bolsonaro, il agit comme s'il était dans un espace privé, intime. Quand il dit à un journaliste, j'ai envie de casser la gueule, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, surtout un président dans un espace public, parce que d'une certaine façon, nous, tous, on joue un rôle, un personnage social. On fait la mise en scène d'un personnage à nous social. Le problème de Houellebecq, c'est que il rend ça plus problématique à cause de sa littérature, des idées controversées de ses personnages, de ses narrateurs et de lui-même. Parce que assez souvent, il confirme dans les interviews ce qui est dans ses romans. Je vous donnais l'exemple, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de Sérotonine, et il y a une description que le narrateur de Sérotonine fait de sa femme, assez péjorative. Il fait une description, comme je disais tout à l'heure, réaliste en détail de l'organe sexuel de sa femme dans ce roman. Et il y a une interview, une émission télévisée dans laquelle il participe, et une femme lui demande « Regarde comment tu décris une femme dans son roman. » Et sa réponse est « Mais elle était comme ça. » Et là, ce n'est pas le personnage, c'était l'écrivain, c'était l'auteur qui parlait dans cette interview. Et au lieu de dire « Ça, c'était la vision du narrateur du livre, ce n'est pas ma vision à moi. Ce que je faisais, c'était écrire en livre de fiction et qui parlait, la voix qui parlait dans les livres, c'était la voix du narrateur et pas la voix de l'écrivain ou de l'auteur. Quand on lui pose la question, ce qu'il dit, mais elle était comme ça. Mais là, dans l'interview qui parle, ce n'est pas le narrateur, c'est l'auteur du livre. Donc, il confirme ce que le narrateur disait. C'est ça le problème de cette posture de Houellebecq. Cette posture, elle existe aussi d'autres possibilités. Par exemple, les donjons, Don Juan, on peut avoir un écrivain qui joue ce rôle socialement. Nous avons pas mal d'artistes qui se présentent comme des artistes décadents, dépressifs, par exemple. Et parfois, c'est quelque chose de joué, pas forcément sincère. Ça c'est un bon mot. Quand on parle des postures, c'est qu'on voit cette mise en scène, elle n'est pas forcément sincère. Voyons ici. Ici, il y a quelque chose de très important. Je vais sauter ici la question du pseudonyme, vous pouvez regarder après. Donc, dans la posture, dans la notion de posture d'auteur, il y a deux dimensions. Une dimension non discursive, c'est l'ensemble des conduites non verbales de présentation de soi. Les vêtements, l'allure,
les comportements, tout ce qui n'est pas discursif. Donc, vous voyez bien, si je peux faire cet exercice comme nous avons fait dans les cours de poésie tout à l'heure. Je vais vous montrer ça. Michel Houellebecq, image. Et j'interromps ici le partage d'écran et je vais partager les images de Houellebecq. Vous voyez ici l'image de Houellebecq. On compte ici. Vous voyez, je tapais Michel Houellebecq et j'ai mis sur Google Images. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et celle-ci, laisse voir, 6. Nous avons 6 photos dans lesquelles ou sur lesquelles il porte où il tient une cigarette dans la bouche ou entre ses doigts. 2 secondes. Pardon. Ça fait partie de ce personnage, de cette posture d'auteur. Ce qu'il nous rend en tant qu'image non discursive, ce n'est pas par rapport à ce qu'il dit, mais ce qu'il nous montre de sa personne. C'est quelqu'un qui a les cheveux maltraités. Voyez ici cette photo sur laquelle il est jeune, il était mieux traité. Celle-ci aussi. Mais plus il vieillit, plus il renforce cette image mauvaise, je veux dire, de lui. Toujours la cigarette, les cheveux maltraités, et voilà, un visage un peu bizarre. C'est ça. Donc, je reviens au texte. J'interromps ce partage d'écran. Et voilà, on revient ici au texte. Donc, une des dimensions de la posture d'auteur, c'est cette dimension non discursive. C'est l'ensemble des conduites, de démarches, de comportements non verbaux, conduite non verbale, comportements non verbaux, des présentations de soi, vêtements, allures, etc. Comment il s'assoit, comment il s'assied pour une interview, comment il parle, les tons dépressifs, tous ces langages non verbaux. Et une dimension discursive, c'est un ethos discursif, c'est-à-dire une certaine émotion dans son discours, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il écrit. Et nous avons ici, Jérôme Bezos dit, pour le dire sous forme synthétique, la posture inclut les conduites non verbales de présentation de soi et l'éthos discursif. On voit ici l'aspect comportemental et non verbal de la posture, à savoir la présentation de soi de l'auteur, les airs qu'il se donne, le look comme je vous ai montré tout à l'heure, un ethos au sens weberien, dans les contextes où il incarne sa fonction auteur, sa fonction d'auteur, dans les entretiens aux médias, discours de réception, etc. Et la question c'est, ce look de Houellebecq dans les interviews reproduit plus ou moins la même posture, le même comportement, les mêmes idées de ces personnages. Raison pour laquelle nous avons la tendance à associer les narrateurs et l'écrivain. On ne fait pas pareil avec Leila Slimani. D'accord, c'est un texte écrit en troisième personne. Oui, ça va. Mais on ne demande pas la même responsabilité de ces écrits à Leila Slimani. Pour vous donner un autre exemple,
J'ai déjà travaillé en panorama une nouvelle de Sartre qui s'appelle L'enfance d'un chef. Et c'est une espèce de nouvelle des formations parce qu'on suit, on accompagne un personnage dès son enfance jusqu'à sa jeunesse et comment il devient peu à peu antisémite. Et on n'accuse pas Sartre d'antisémitisme dans cette nouvelle parce qu'on sait très bien qui est Jean-Paul Sartre dans l'espace public et qui est le narrateur de cette nouvelle. Vous voyez, il y a d'autres passages soulignés ici, plus spécifiques. Un ethos discursif, voilà, parce qu'il est déjà midi moins 10. Je finis dans les temps. Cette construction de l'image de l'auteur se décline dans une dramaturgie corporelle, s'exprime par un ton et s'analyse comme un style individuel, voire une écriture référée à un groupe social. Voilà. Donc, c'est une image construite de l'auteur. Cette espèce de dramaturgie corporelle exprimée par un ton de l'auteur. Et il y a une autre partie ici, pour terminer, je pense que c'est la dernière partie soulignée, et je vous laisse le texte après à découvrir. Parce qu'ici, il parle de Rousseau, ça ne nous intéresse pas. Il va parler de Céline, ça ne nous intéresse pas ici non plus. Oui, en fait, il y a deux passages que je veux lire avec vous. Celle-là, la posture déborde l'identité de l'homme civil. Elle renvoie à la face publique ou au personnage. Persona renvoie au masque. Ça, c'est assez classique, cette idée. Persona, la personne publique, c'est un masque social qu'on habille, qu'on porte. Voilà, je recommence la phrase. La posture déborde l'identité de l'homme civil, c'est-à-dire la posture, cette mise en scène, elle va déborder l'identité de l'homme civil. Elle renvoie à la face publique ou au personnage de celui qui se donne comme écrivain, la dimension constructiviste de la notion de posture. Donc, il y a, quand on fait les écrivains qui travaillent sur cette posture, on va déborder ce qui est le personnage et ce qui est l'identité de l'homme civil. Mais pas ce passage-là. Oui, c'est celui-ci. Enfin, c'est là un trait capital. La notion de posture a aussi un effet rétroactif. Ça, c'est très important. Cet effet rétroactif, adopté comme une mise en scène publique du choix auteur, un choix postural peut avoir un effet retour sur l'auteur, lui dictant alors des propos et des conduites générées tout d'abord par son opinion. C'est-à-dire, quand on voit ça, c'est plus ou moins comme ça. Houellebecq écrit des romans plus ou moins autobiographiques. Certains sont plus autobiographiques que d'autres, dans lesquels l'image qu'il crée de soi-même, c'est une image négative. Ça, c'est une image littéraire qui était présente dans le roman. Mais ce qu'il fait, on attend de lui, en tant que personne physique, de se comporter comme les personnages de ses romans. Et dans la vie publique, il commence à reproduire les idées abjectes que ces personnages ont. Il sait qu'il s'agit d'une mise en scène, mais il le fait parce que ça remporte un succès littéraire
à l'écrivain. Vous voyez, c'est un peu bizarre parce que on va dire pourquoi quelqu'un veut avoir une image négative de soi-même, parce que ça vend. C'est plus ou moins comme ça. S'il était un bon garçon qui dit de bonnes choses, ça ne vend pas. Donc, il crée un personnage dans les romans et il reproduit ces personnages dans la vie réelle de l'auteur. Ouais. C'est plus ou moins la chanson de Erasmo Carlos. Eu tenho que manter a minha fama de mal. Vous voyez, pourquoi tu fais ça? Parce qu'il faut tenir à minha fama de mal. C'est plus ou moins cette idée-là. Ça explique, mais ça ça ne dit pas tout de la littérature de Houellebecq et de sa personne. Explique quelque chose et ça nous aide à voir qui est le personnage, l'écrivain et l'auteur. Et ça nous aide aussi à prendre nos distances, à être capable de lire un roman de Houellebecq, de voir Houellebecq dans certaines interviews et de dire je ne sais pas si ce qu'il dit est vrai. D'accord? Ou s'il joue un personnage dans l'espace public. D'accord? Je m'arrête là. Comme je dis à Luciana, je vais mettre ces documents sur, dans les fichiers de nos archives. Est-ce que vous avez des questions? J'ai trop parlé aujourd'hui, je suis désolé. Et j'ai pris ce débit-là et j'ai surfé sur la vague du professeur Bavard aujourd'hui. Mais pas de questions, vous avez des doutes? Pas, non, je pense pas. D'accord, laisse voir ici le chat. Daniel, Oui. j'ai un commentaire à propos de le pseudonyme que je veux chercher dans mon texte, parce que souvent, je me souviens de Fernando Pessoa, qui a choisi d'avoir des hétéronymes pour faire ce concept de posture. Je pense donner au moins 3 postures différentes pour chaque personne, Ricardo Reis, Roberto Caeiro, Álvaro de Campos, au moins, Eliane Costa, parce qu'il savait que tout cela, je pense, à mon avis, qu'il savait ses implications. C'est pas, non, juste une question. Parce qu'en fait, les hétéronymes sont différents du pseudonyme. Parce oui, que exactement. Le cas parce qu'il y de a une reconnaissance, une intentionnalité qui sait, qui se jouer avec des choses en disant cela, c'est lui, c'est ici, pas par rapport à le narrateur et pas exactement la personne physique ou la personne civile, homme civil. Oui, mais le cas, c'est que les hétéronymes de Fernando Pessoa, ils n'avaient pas une forme physique. Ils étaient des êtres à 2 papiers, si on peut Non, dire. mais professeur, oui, il y a une forme physique, il y a un concept, il y a, par exemple, Ricardo, il avait même une situation littéraire qu'il va revenir dans un autre écrivain, Saramago, par exemple. Pourquoi Saramago a pris... Non, je sais, mais nous n'avons pas Ricardo Reis qui vient en public et donne une interview. Nous n'avons pas ce personnage-là. Nous avons Fernando Pessoa, qui est ce genre de... qui est la personne physique. Même si les hétéronymes, ils ont une biographie, une personnalité, une œuvre, c'est un peu différent de cette posture. Tu vois, la posture, par contre, est là... Pardon,
Pardon? Amélie Nothomb est un pseudonyme. Je ne sais pas si c'est un pseudonyme, mais Houellebecq, c'est un pseudonyme. Ah, très bien, merci. C'est comme Louis-Ferdinand Céline. Louis-Ferdinand Céline, c'est un nom de plume. Son vrai nom, c'est Louis-Ferdinand Destouches. Et le pseudonyme, c'est déjà un indice des postures d'auteur. Tu vois? Oui, Parce que ce pseudonyme, il va entraîner une figure physique avec un look spécifique. Tu vois? oui. Par exemple, pour vous donner un exemple de Céline, dans cette posture d'auteur, il disait toujours dans ses interviews qu'il était persécuté par les médias, qu'il travaillait de trop, qu'il n'aimait pas la littérature, mais il l'écrivait parce qu'il avait besoin d'argent, que sa vocation dans la vie était la médecine, mais personne écrit comme lui si ce n'était pas la vocation. Tu vois? Donc, c'est une narration, un récit autour de lui qu'il crée. Et Houellebecq, il essaye de créer ces personnages pessimistes, déprimés ou dépressifs, avec des idées, comment je peux dire, avec des idées rétrogrades ou réactionnaires. Voilà le mot. Donc, il faut, Josuine, comme on a vu ici, les hétéronymes de Fernando Pessoa, il n'a pas le côté non discursif, non verbal. C'est ça, en fait, pour les hétéronymes. Mais pour le reste, oui. D'accord? Voilà. Si vous n'avez pas de questions, c'est ça, je peux parler. Une dernière chose, professeur, parce que à HBO, elle a une série de Lovecraft Country. Et chaque fois que je regarde la série, je pense à Céline dans ce que vous avez parlé, partagé de personnages, de personnes, parce qu'il y a un changement complet de raciste par la réécriture de cette œuvre qui dialogue avec la Black Lives Matter. Oui. Voilà. OK. Ça va. Donc, je vais poster ces textes-là, si vous voulez jeter un coup d'œil. En fait, la lecture de cet article n'est pas obligatoire. Je l'ai utilisé ici juste pour vous expliquer un peu cet aspect de la production et de la personne de Houellebecq. Mais ce que je vous demande, c'est la lecture du roman. Le livre audio disponible sur YouTube, ça dure à 6h30, 6h40, quelque chose comme ça. C'est un roman long, mais si vous suivez la lecture avec l'écoute de l'audition du livre audio, vous êtes capable de finir une lecture rapide en 6 heures et peu, et quelques. D'accord? Si vous mettez un peu plus rapide, encore plus rapide. Mais je vous demande de faire cette lecture même rapide de l'œuvre pour la semaine prochaine. Et les détails, on discutera ensemble. Ça va? C'est bon, j'ai faim, j'imagine que vous aussi. Et on peut terminer ici. Et donc, je renforce que
on aura cours la semaine prochaine et je vous laisse une note pour vous rappeler la semaine prochaine. D'accord? Donc, sauvez la date et l'horaire de la semaine prochaine parce qu'on aura cours hier. Bon, bisous et on se revoit la semaine prochaine. Merci et j'arrête l'enregistrement.